Bonjour à tous, nous sommes mardi 12 mai. Alors, comme prévu, nous corrigeons les exercices. Bon, voilà, le manuel Hachette s'est remis à fonctionner, donc heureusement, on peut reprendre avec une bien meilleure visibilité. Donc, voilà le petit arbre dont je vous parlais hier, mais que je n'avais pas pu vous afficher comme ça sans les réponses. Et donc, vous deviez classer tous les mots de la famille du mouvement selon donc leur radical. Ici, une série de radicaux qui étaient très très proches, une autre série de radicales ici, MEUB, deux autres radicaux MOB-MOV ici, et un autre radical en haut, MOVE. Mais donc tous ces radicaux sont en réalité issus d'un seul radical latin, movere, et comme on a toujours l'idée du mouvement, de ce qu'on peut bouger ou ne pas bouger, mais toujours l'idée du mouvement, donc c'est bien ça qu'on va appeler une famille de mots. Alors, pour le coup, j'aimerais bien vous afficher la correction par petits paquets, mais ça, c'est pas possible. Donc voilà, je vous l'affiche en entier. Alors, pour le radical meub, vous avez dû trouver meuble et immeuble. Pour les radicaux mot, moti, motif, motive, là, voilà, émotion, motif, motivé, motivant, motivation. Pour move, mouvement, mouvoir, mouvant, émouvoir, mouvementé. Et puis les racines à base de mob et mauve, alors il y en a vraiment beaucoup, hein, mobilité, mobilier, mobile, immobile, immobilier, mobilisation, mobiliser, immobiliser, immobilité, amovible, etc. Voilà, donc là, logiquement, je vous avoue que je n'ai pas compté, je pense que votre livre a bien fait la correction. Donc on vous dit aussi, petit b, en vous aidant d'un dictionnaire, soulignez en bleu les noms, en orange les adjectifs et les participes, en vert les adverbes. Alors là, c'est une autre, un autre choix qui a été pris pour la correction puisqu'apparemment le livre ne peut pas mettre plusieurs couleurs. Donc ce qui est souligné, mobilité, mobilier, mobile, immobilier, mobilisation, ce sont des noms. Donc mobile, par exemple, il y est 2 fois. On peut bien parler de un mobile comme nom, mais c'est aussi évidemment un adjectif. Donc celui-ci, il peut être de 2 couleurs différentes, hein, si vous avez adopté. Donc alors les noms en bleu, donc ce qui est souligné, ce serait du bleu. Les adjectifs et les participes en orange. Donc alors comment ils les ont mis? C'est le trait plus léger, hein, comme motivant ou bien mouvementé, amovible. Donc ça, c'est ce que vous avez dû mettre en orange. Et puis l'autre couleur, c'était vert pour les verbes. Les verbes, ils sont donc en pointillé. Voilà. Donc ce qui est pointillé, vous devez l'avoir écrit en vert. Ensuite, petit c, cochez la bonne réponse. Tous les mots de cette famille expriment une idée de mouvement ou d'absence de mouvement. Oui. Donc on est bien dans le mouvement ou la négation du mouvement, mais le mouvement quoi qu'il arrive. Donc voilà, là ça vous fait quand même une bonne illustration de ce que c'est qu'une famille de mots, avec donc une famille ici qui a beaucoup de membres. Alors, allons-y pour le 2 maintenant. Donc le 2 du coup est sur la page d'à côté. Donc à vous de compléter cette famille, enfin 4 familles de mots avec, donc on vous demandait des classes de mots bien précis. Donc dans la famille du mot lenteur, qu'est-ce qu'on peut avoir comme verbe? Ralentir par exemple. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme adjectif? Lent ou lente bien sûr au féminin. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme adverbe? Lentement. Pour alourdir, qu'est-ce qu'on peut avoir comme nom? La lourdeur, comme adjectif lourd et comme adverbe lourdement. Pour la famille de fortement, on va avoir comme adjectif fort, comme verbe renforcer par exemple, et comme nom la force. Et puis pour la famille de l'adjectif souple, on aura l'adverbe souplement, le verbe assouplir, et puis le nom la souplesse. Allez, donc voilà, on va tomber sur ce que je vous ai dit. Par exemple, ici, vous voyez, le verbe, j'ai dit renforcer, mais on pouvait mettre aussi forcer, bien sûr. On va avoir souplesse ici, mais on aurait pu très bien dire assouplissement comme autre nom. Donc, bien sûr, les familles ici, on vous donne 4 mots, mais il y en a plus dans la famille de ces mots-là, à coup sûr. Donc, pour lenteur, pareil, on aurait pu dire un ralentissement sur la route, hein. Donc, il y a plusieurs catégories, plusieurs mots, pardon, dans la catégorie nom, par exemple. Alors, voilà pour le 2. Pour le 3, en vous aidant d'un dictionnaire, barrez l'intrus. Donc, on vous a mis évidemment des mots qui se ressemblent en termes de radicaux, lever, levant, élève, levier, levain, élevé. Donc, on a L, E, V partout. Donc, on se dit, tiens, c'est ça le radical, oui. Par contre, il y a un mot ici qui n'est pas dans
l'idée de, lever quelqu'un. Alors on va, essayer de voir ça. Pareil pour le point, empoigné, pointer, poignet et poignard. Donc il y a un de ces verbes ici qui n'a pas comme racine, le point. Le point, quand on ferme les doigts de la main, hein, qui est donc exprimé ici avec la lettre G, il y a ici un mot qui est l'intrus. Alors, voyons qui sont les intrus. Donc on a le mot pointer. Et oui, pointer, c'est la famille de la pointe, pointer du doigt, mais pas pointer avec le poing. Et du reste ici, comme vous le voyez, on n'avait pas le G qui est présent dans tous les autres radicaux. On n'avait pas le G dans pointer, donc ça pouvait nous donner une indication. Et dans l'idée de lever, le mot donc élève ici, il est un petit peu tout seul de sa catégorie, puisque donc tous les autres relèvent de l'idée de lever quelque chose. Alors par contre, je viens d'aller vérifier mon intuition. Là, je suis très surprise que élève soit retenu comme un intrus, puisque j'étais en train de vous dire que donc tous les mots contiennent bien le radical LEV, et les autres mots, hein, lever, levant, levier, levain et lever, sont dans l'idée d'un mouvement vers le haut, on va dire. Hein. Mais élève aussi, en fait. L'étymologie de élève, c'est la même que celle de élever. Ici, on cherche à élever l'âme d'un humain quand on est élève. Donc là, c'est une erreur de votre livre. Élève est tout à fait de la famille de tous ces mots-là. Le levain, pour ceux qui ne verraient pas, hein, c'est les petits champignons qui vont provoquer des bulles et qui vont faire lever la pâte. Donc levain, lever, il n'y a pas de problème sur l'étymologie. Le levier, hein, c'est n'importe quel outil qui permet de lever. Bon, les autres, c'est très clair pour vous. Donc bon, bah, une erreur de votre livre, c'est très bizarre. Je ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué, mais élève est bien de la famille du mot lever, c'est absolument pas un intrus. Nous avons levé le doute, voilà, que j'avais. Alors, 4. Dans chaque boîte, 2 familles de mots ont été mélangées. Retrouvez les mots de chacune d'elles. Donc on a la famille caput, campus, ici, et idem, la famille caput et campus, ici. Alors, il faut que vous sachiez que le K latin, qu'on a ici, caput, campus, en français, il devient que ou che. C'est ce qu'on a en fait, le mot campus a donné en français et le mot camp et le mot champ, les 2. Donc, hop là. Alors, dans cette famille, on a capital, capitaine et capot, qui sont donc de la famille de caput. Caput, la tête, donc le capital, c'est ce qu'il y a de plus important comme la tête. Le capitaine, c'est celui qui est à la tête de la troupe, etc. Et le capot, c'est ce qui est par-dessus, comme la tête est dessus. En revanche, donc campus, le champ, donc je vous disais, c'est champ ou camp, donc campement, campagne, camper, campeur. Tout ça, c'est la famille du mot champ. Et donc, de l'autre côté, ce que vous voyez, c'est que intéressant, dans la famille du mot champ, on a aussi donc des dérivés, donc des mots de français, toujours dérivés du mot campus, mais qu'on prononce avec un ch. Donc le champ, qui est écrit ici, hein, voilà. Et ce qui va avec, champignon, champêtre, champion, et voilà, le champ tout court ici. Donc champ et camp, on appelle ça des doublons étymologiques. Champagne et campagne, bien sûr, sont aussi des doublons. La Champagne étant une région de France avant d'être le nom du vin qu'on y cultive. Et puis pour caput, donc de même qu'on a des mots qui donnent capital, on a chapiteau. Donc avec le che et non plus le que. Donc le chapiteau ou le chapitre, pardon. Tout ça, c'est la famille du mot tête, parce que le chapitre, c'est ce qui est en tête du livre. Hein. On va mettre le petit 1, chapitre 1 en tête de ce qui suit. Et le chapiteau, c'est ce qui coiffe finalement les gens qui sont dessous, comme le chapeau sur la tête. Chapeau, bien sûr, famille de caput aussi. Et le mot chef, c'est aussi la tête en latin. La preuve, peut-être connaissez-vous le mot couvre-chef. Le couvre-chef, c'est le chapeau, donc ce qui couvre le chef, ce qui couvre la tête. Donc caput a donné chef, et vous voyez bien que caput n'a pas donné le mot tête. Impossible, puisqu'on a trop de lettres différentes ici. C'est AP, on les retrouve bien dans les chapiteaux et dans les camps et dans les champs, mais pas du tout dans tête. Donc tête, ça vient de l'ancien français test, et qui vient du latin tester, qui a donné toute la famille de attester, testament, etc. Alors qu'en revanche, les lettres campus ont bien donné les lettres champ. Ça, c'est vraiment
la bonne, traduction mot à mot et la même famille de mots. Voilà, voilà pour le 4. Pour le 5. Alors, écrivez 2 mots ou 5 mots de la famille des mots, avec les radicaux suivants. Alors, j'espère que vous avez réussi à en faire 5. Donc char et car, ça va être toute la famille, chariot, charrette, carriole, et cetera. Et donc la famille de jet et jecte, c'est la famille de jeter, dans laquelle vous allez voir qu'on a un petit, voilà, C qui apparaît, ici de temps en temps. Alors, donc voilà, tout ce qui est de l'ordre, de, la charrette et du chariot, la charrue aussi, le charretier, le charrier, le carrosse, la carrosserie, la carrière, la carriole, voilà. Comme vous le voyez, on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, le latin, "ca" a donné à la fois "ca" et "cha". Et puis donc dans, ce qui est jeter, rejet, projet, projeté, sujet, objet, on a aussi éjecté, éjectable et même adjectif. Et donc vous voyez aussi peut-être, d'où vient le C de l'anglais qu'on connaît dans subject et object. Et bien c'est parce que, encore une fois, je vous disais hier que l'anglais avait tout de même pas mal de mots latins dans lesquels donc on retrouve, les lettres qui parfois nous manquent en français. Pourquoi? Parce que les mots latins de l'anglais ont moins évolué, ils se sont donc moins déformés et donc ils ont perdu moins de lettres, par rapport à l'origine du mot. Je vous rappelle, mais on va voir ça dans les prochaines leçons, plus le mot a évolué, plus il a perdu de lettres et plus il s'est modifié. Et donc dans d'autres langues latines, comme l'italien et l'espagnol, on constate qu'ils sont restés plus proches de l'étymologie, peut-être parce que, eh bien, les Espagnols ou les Italiens ont mis plus de cœur à bien prononcer les mots, alors que nous, on les a allègrement, mangés et déformés. Et d'ailleurs, c'est plus on monte au nord de la France, plus les mots sont, mangés et déformés. Hein, dans le sud, on va prononcer encore plus les syllabes bien détachées. On peut même prononcer des lettres muettes de temps en temps. Voilà. Et nous, au nord, bah non, nous, on mange nos mots et les lettres, elles disparaissent, muettes ou non d'ailleurs. Alors voilà donc pour le 5. Pour le 6. Retrouvez dans le texte 6 mots de la même famille. Ah, alors on va le lire. Cet agent secret, homme très actif, a soigneusement noté dans son agenda les diverses actions qu'il doit accomplir. Ainsi, au moment d'agir, il actionnera le mécanisme sans problème. Bon, c'est pas si facile que ça. Vous avez peut-être trouvé que dans cette famille de mots, il y a 2 radicaux. Ah, sinon ce serait trop facile. Il y a le radical, pardon, âge et le radical acte. Et en réalité, en latin, c'est bien ACT qu'on trouve dans la racine du mot axio, qui veut dire l'action. Mais comme le x, c'est difficile à prononcer, eh bien le x a fini dans action par devenir je dans certains mots de cette famille-là. Et donc on a bien l'agent ici, qui est celui qui agit, donc de la famille de action. Je ne vais pas arriver à souligner seulement lui. Ah! Voilà. On a donc actif, que je vous montrer là. On a l'agenda. Alors l'agenda, pour le coup, c'est un mot latin tel quel. C'est un participe présent qui veut dire, c'est ce qui est à faire, ce qui doit être encore à faire, au sens toujours faire des actions. Donc eh bien, c'est pour ça que dans notre agenda maintenant, on considère que, c'est dans ce livre-là qu'on va noter les choses à faire. Donc le mot action, il est là. Ensuite, on a agir. Ici, on a actionner ici et je pense que c'est tout. Allez, j'affiche le corrigé. Voilà. Donc ils y sont tous, hein, tous ceux qu'on a nommés. Vous voyez, c'est donc la famille du mot action. Enfin, le 7. Donc là, vous rédigez un paragraphe dans lequel vous emploierez au moins 3 mots de l'exercice 1. Donc les mots de l'exercice 1, ils sont là. Donc c'était tous les mots, du mouvement. Donc je pense que vous avez pu, inventer une petite phrase avec au moins 3 mots. Ça ne devait pas être, très compliqué, hein. Par exemple, allez, pour trouver la motivation et se mobiliser pour ramasser les déchets, nous sommes allés chercher, dans les sables mouvants
Nous y avons trouvé, en termes de déchets, des meubles, des saletés et quelle n'a pas été notre émotion en, sortant, donc de cet, affreux, j'ai dit sable mouvant tout à l'heure, donc de cet affreux endroit, quelle ne fut pas notre émotion de trouver, quoi donc? Un livre qui racontait la vie mouvementée, d'une célébrité. Voilà. Vous voyez avec, rien du tout, on peut déjà, une petite phrase comme ça, imaginer, j'ai dû en caser 5 ou 6. Donc je pense que ça vous a pas beaucoup posé de problème. Alors ensuite, je vous explique la leçon suivante sur l'étymologie. En réalité, finalement, j'ai déjà commencé un petit peu. Donc on va regarder le 1 et le 2 ensemble, où on vous explique déjà des petites choses. Donc les langues européennes proviennent de 2 langues très anciennes, le sanskrit et l'indo-européen. Donc ça, c'est bien avant, hein, le latin, le grec, et cetera, hein. On vous explique vraiment encore bien, bien, bien avant ça. Donc le sanskrit et l'indo-européen. Placez au bon endroit les mots suivants: madre, mère, mutter et mother. Je prononce exprès à la française pour ne pas, vous vous aider. Alors l'allemand, on va le faire ensemble. Peut-être vous savez, c'est Mutter. L'anglais, mother. En grec, vous avez donc meter. En portugais, mai. En latin, mater. En italien et en espagnol, madre. Et en français, la mère. Voilà, donc c'est le sanskrit qui a donné mutter et mother, et c'est l'indo-européen qui a donné donc mai, mater, donc en latin, meter, madre et mère. Cela dit, on a bien Meter Mater, vous voyez, déjà une très grande proximité entre le sanskrit et l'indo-européen. Donc c'est pour ça, vous voyez, que quasiment dans toutes les langues, maman finit par se prononcer ma, ou quelque chose comme ça, parce que le M était présent déjà dès l'origine. Alors pourquoi, vous savez peut-être, hein, il y a des théories qui disent que M ou le son M est le son, un des sons les plus faciles à prononcer pour la gorge humaine et pour les lèvres, hein, ce mouvement de lèvres qui fait le M. Et donc on suppose que c'est pour ça que le bébé, appelle sa maman avec ce son-là, mam, parce que c'est facile à prononcer. Et c'est plutôt comme ça qu'on aurait décidé, entre guillemets, de donner, la signification mère à mam. C'est parce que c'est ce que le bébé dit. Bon, voilà, tout ça, hein, à prendre avec des pincettes, hein, ce ne sont que des hypothèses. Ensuite, rangez ces mots de la langue française sous le symbole représentant leur origine. Donc, la louve romaine, donc le latin, ou bien le drapeau anglais. Alors, ça me paraît pas très difficile. On va les lire à la française, hein. Parking, agenda, lavabo, golf, basket, postscriptum, football et roast beef. Et donc, si on les prononce correctement, on aura le parking, le basket, le football and the roast beef sous le drapeau anglais. Tandis que nous aurons agenda, lawabo, et post-scriptum, bien sûr, et c'est tout, oui, sous la louve romaine. Voilà, donc en latin, on prononce toutes les lettres, hein, agenda. Le G ne se prononce jamais je, mais toujours ge, et le V se prononce we. C'est la prononciation reconstituée du latin, toujours d'après les spécialistes, parce que, comme vous vous en doutez bien, il n'y a plus trop de latin de l'Antiquité qui vivent encore pour nous le dire. Alors, là-dessus, voici la petite leçon. Donc, l'étymologie, c'est la leçon d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment passionnant. L'étymologie, c'est l'étude de l'origine des mots. Parce que en grec, étymon, c'est la racine. Donc, en fait, c'est une image, hein. Comme la racine est sous l'arbre, eh bien, l'étymologie, c'est l'origine du mot avant l'emploi qu'on a de lui aujourd'hui. Donc, on vous dit, le français est une langue vivante. Au cours des siècles, elle s'est enrichie avec des tas de mots qui ont circulé d'une langue à l'autre. Donc, on va avoir des origines de mots très variées. La plupart des mots viennent du latin, vous le savez, comme tempus, ou bien du grec, comme chronologie. Mais on a aussi beaucoup d'autres langues. Donc, le gaulois, chêne. Peut-être savez-vous, en latin, le chêne, c'est quercus. Vous voyez, il n'y a aucun rapport. On a du celtique, comme le mot chemin. On a du germanique, comme le mot bourg, bourg plutôt en allemand, qu'on a dans la ville de Strasbourg en France, vous savez, qui est très proche donc de l'Allemagne et qui a des origines communes. L'arabe comme café, qui se dit kahwa
je prononce pas très bien en arabe, l'italien comme masque, l'aztèque, le chocolat, mais oui, vous savez peut-être que le chocolat vient des Aztèques, donc leur mot vient d'eux aussi, et l'anglais, bien sûr, on en a beaucoup, week-end. Plus on a été proche géographiquement d'un peuple, plus on a de mots de ce peuple. L'anglais, vous savez les Anglais, on a eu 1001 guerres avec eux, donc forcément, on a englobé beaucoup de mots et vice-versa. On a aussi beaucoup de mots, arabes, on n'en est pas forcément conscient, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges commerciaux avec eux et évidemment, je parle même pas de l'Italie, de l'Espagne, tous les pays, et de l'Allemagne bien sûr qui sont, juste, collés aux nôtres. Donc je vais vous demander de faire, l'exercice 3 qui est en dessous, l'exercice 4 aussi et puis par exemple, je vous explique aussi, ce petit bout pour que vous puissiez faire les autres exercices en dessous. Donc comment est-ce qu'on recherche une étymologie? Dans le dictionnaire, donc, on a, des étymologies la plupart du temps, mais pas dans tous les dictionnaires. Donc là, voilà, on imagine qu'on a, un article de dictionnaire. Donc, on nous donne toujours dans un dictionnaire NM, vous savez que c'est pour nom masculin, hein, donc on a toujours, le mot, ensuite sa nature de mot. On aura aussi pas loin la façon, en général c'est ici, la façon dont on le prononce, sucre. Et puis ensuite, donc, si vous avez un bon dictionnaire très complet, vous avez la fameuse étymologie qui est tellement passionnante. Aujourd'hui, vous pouvez très bien aller chercher dans des dictionnaires en ligne, hein, vous tapez sucre étymologie et vous aurez. Le Wikidictionnaire, par exemple, comme Wikipédia Wikidictionnaire, il est très complet et il donne les étymologies, les prononciations, tout ce qu'il faut. Donc 12e siècle, voilà. Quand on a 12e siècle ici, ça dit première apparition dans la langue française. Emprunt italien zucchero, ça veut dire que ce mot nous est arrivé de l'Italie. De quel mot en italien précisément? Du mot zucchero. Mais lui-même, l'italien, il l'a emprunté à l'arabe, de l'arabe, langue d'origine, sucar. Cet arabe, il est lui-même emprunté d'une langue indienne sanskrite. Alors là, on n'a pas les prononciations, hein, je ne sais pas comment on doit le prononcer, sarkara, quelque chose comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en langue sanskrite à l'origine? Ça voudrait dire le mot grain. Voilà. Et donc, après tout ça, on en revient au latin, saccaro. C'est-à-dire que le latin, lui aussi, il est la conséquence de tous ces emprunts italiens, indiens, sanskrits, etc. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien que le sucre, il est nommé non pas par son goût, par sa couleur, par je ne sais quoi, mais par son aspect, grain. Alors ça nous dit aussi une chose, c'est que, depuis très longtemps, on utilise le sucre en grains. Parce que vous avez peut-être jamais vu du sucre autrement qu'en grains, mais moi je peux vous dire qu'on peut trouver le sucre en gros pain, c'est-à-dire des grains, très, très collés. C'est très dur, hein, comme si vous aviez, une masse, je cherche ce qui serait comparable. C'est aussi dur, qu'un morceau de bois. Il faut le casser presque avec, un petit piolet quand le sucre est bien condensé. Donc il n'est pas toujours en grains, ce qui nous informe que, voilà, à cette époque-là, déjà, on savait qu'on l'utilisait en grains, c'est quand même plus pratique. Donc voilà, vous savez tout sur l'étymologie et on en saura beaucoup plus une fois que vous aurez fait tous les exercices donc, de la page alors le 3, page 122 et tous ceux de la page 123. Pour aujourd'hui, alors on saute du coq à l'âne, nous sommes toujours dans notre séquence sur la poésie et j'avais dit que je continuerais à vous lire des poésies. Donc aujourd'hui, nous quittons, on avait, Paul Verlaine juste avant, nous quittons Paul Verlaine, mais nous restons dans le 19e siècle avec 2 autres auteurs du 19e qui sont extrêmement connus. Donc je vous lis Le coucher du soleil romantique de Charles Baudelaire. Que le soleil est beau quand tout frais il se lève, comme une explosion nous lançant son bonjour. Bienheureux celui-là qui peut avec amour saluer son coucher plus glorieux qu'un rêve. Je me souviens, j'ai vu tout fleur, source, sillon se pâmer sous son œil comme un cœur qui palpite. Courons vers l'horizon, il est tard, courons vite, pour attraper au moins un oblique rayon. Mais je poursuis en vain le Dieu qui se retire, l'irrésistible nuit établit son empire, noire, humide, funeste et pleine de frissons. Une odeur de tombeau dans les ténèbres nage, et mon pied peureux froisse au bord du marécage des crapauds imprévus et de froids limaçons. Ouh, je préférais être au début du coucher de soleil, c'était plus romantique.
Alors, juste une petite remarque, ce sont des alexandrins. On va les compter ensemble, ça fait longtemps qu'on n'a pas compté, hein, je vous en avais parlé quand on avait fait les leçons, mais depuis on a un petit peu laissé de côté. Donc on va compter ensemble. Je cherche quelque chose qui fasse un peu de bruit. Donc, que le soleil est beau quand tout frais il se lève, ça fait 12. Comme une explosion, nous lançons son bonjour, ça fait 11. Et donc, en plus, tout à l'heure, j'y ai pensé pourtant et je me suis quand même trompée. Ça fait 11 pieds. Alors, vous savez peut-être qu'avec explosion, je l'avais dit il y a un petit moment, on a le droit, pour se rajouter un vers et arriver à 12, de dire explosion. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et on a la même chose ici. Là, pour le coup, je ne me suis pas trompée. Je n'ai pas oublié. J'ai bien dit glorieux. Et oui, parce que sinon, écoutez, salut et son coucher plus glorieux qu'un rêve. On a 11. Or, ce sont des alexandrins, donc il faut qu'on ait 12 partout. Donc, si je relis correctement, je vais dire que le soleil est beau quand tout frais il se lève. 12. Comme une explosion, nous lançons son bonjour. 12. Et donc, vous voyez que je ne dis pas comme une, hein, c'est bien commune. Oui, c'est ça, communex. On fait la liaison vraiment, on vient fondre le E dans le U et on vient fondre le E dans l'autre E ici. Donc, je continue. On aurait pu dire bienheureux. Eh ben non, là cette fois-ci, vous allez voir qu'en disant bien, on a déjà directement 12. Bienheureux celui-là qui peut avec amour. 12. Je recompte. Bienheureux celui-là qui peut avec amour, c'est ça. Et donc l'autre, on va devoir dire glorieux pour avoir 12. Salut et son coucher plus glorieux qu'un rêve. 12. D'accord. Voilà, donc on a des petites choses comme ça à savoir avec ces sons double ion et IE ici. Alors, pour le suivant alchimie du verbe, que nous allons d'ailleurs étudier cette semaine, c'est plus simple parce que, comme vous le voyez, c'est un poème en prose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rime, il n'y a pas de strophe, il n'y a pas de vers. Donc, je le lis comme je veux. Toutefois, il faut quand même que je fasse attention à bien prononcer tous les sons, à bien faire toutes les liaisons pour que ça reste de la poésie. À la chimie du verbe. À moi. L'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'inventais la couleur des voyelles. A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne et, avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits. Je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. Donc je n'en dis pas plus parce qu'on l'étudiera bientôt. Passage d'un poète. Alors celui-ci, comme vous le voyez, il a des vers, mais il n'a pas forcément des vers, comment on dit, tous égaux. Vous voyez, hein, il y a une alternance de vers longs et de vers courts. Alors on va les compter. Le poète est passé un remous dans l'argile. Normalement, vous avez dû compter avec moi 12. Se dressant monument, 6. Donc, il y a fort à parier qu'on ait une alternance 12-6, 12-6. On peut recompter, par exemple, je ne sais pas, au hasard, celui-ci. Ces deux-là. La plage est dorée, tous les ors s'allument. Ah, je n'ai que 10, tiens. Pour s'offrir aux amis, là j'ai 6. Alors je recompte. La plage est d'or et tous les ors s'allument. Non, j'ai bien que 10. Alors attendez, je me suis peut-être trompée ici. Je recompte celui-ci.
Le poète est passé un remous dans l'argile. Non, j'avais bien 12. Donc j'ai une alternance de 12, 6 et puis parfois 10. Allez, on va prendre celui-ci pour voir si c'est 10 aussi. Avec soudain le bras qui se profile. Oui. Donc j'ai 12, 6, 10, 6, 12, 6, 10, 6, 12, 6, 10, 6. C'est ça. D'accord? Là, je suis sûre qu'ici, je vais compter 12. Si vous m'avez bien suivi. Le poète est passé au milieu du silence. 12. Ok, donc on a une belle régularité, mais avec 3 mètres, 3 vers différents. Donc je vous lis celui-ci, qui est très joli. Passage d'un poète. Le poète est passé, un remous dans l'argile se dresse en monument, avec soudain le bras qui se profile, la lèvre et l'œil aimant. Le poète est passé, le ruisseau qui hésite devient fleuve royal. Il n'y a plus de repos ni de limite, il ressemble au cheval. Le poète est passé. Au milieu du silence s'organise un concert, comme un lilas, une pensée se pense, le monde s'est ouvert. Le poète est passé. Un océan consume ses bateaux endormis, la plage est d'or et tous les ors s'allument pour s'offrir aux amis. Le poète est passé. Il n'est plus de délire qui ne soit œuvre d'art. Le vieux corbeau devient un oiseau lyre. Il n'est jamais trop tard pour vivre 15 fois. Si le poète hirsute repasse avant l'été, consultez-le, car de chaque minute, il fait l'éternité. C'est donc d'Alain Bosquet. Alors si vous avez un petit peu suivi la signification du poète, en fait le poète agit comme un sorcier ou un magicien et de tout ce qui est banal, donc un petit remous dans l'argile, il va sortir des choses magnifiques, donc un monument. Ou par exemple le petit ruisseau devient fleuve royal. Le silence devient concert. La plage qu'on vous dit être en or, eh bien tous les ors au pluriel s'allument. Un petit délire devient une œuvre d'art. Le vieux corbeau deviendra l'oiseau lyre, etc. Donc il va magnifier tout ce qu'il touche et tout ce dont il parle. Alors j'aime beaucoup aussi celui de Jean Tardieu, Outil posé sur une table, qui décrit son amour de comment faire un poème. Donc je vous ai dit, hein, tout le thème c'est la création, création soit de la nature, soit création poétique. Donc ces deux-là, celui de Bosquet et celui de Tardieu, sont sur la création poétique. Outil posé sur une table. Mes outils d'artisan sont vieux comme le monde. Vous les connaissez, je les prends devant vous. Verbe, adverbe, participe, pronom, substantif, adjectif. Ils ont su, ils savent toujours peser sur les choses, sur les volontés, éloigner ou rapprocher, réunir, séparer, fondre ce qui est pour qu'en transparence, dans cette épaisseur, soit espéré ou redouté ce qui n'est pas encore, ce qui est tout, ce qui n'est rien, ce qui n'est plus. Je les pose sur la table, ils parlent tout seuls, je m'en vais. Voilà, comme si la poésie se faisait toute seule avec les mots qui bougeraient et se mettraient en place magiquement. Alors, Supervielle, celui-ci, il fonctionne sur des tas de petits jeux de mots et c'est vraiment donc comme un bestiaire avec des tas de petites bébêtes partout. D'ailleurs, le mot bestiaire, il est là. Quand le cerveau gît dans sa grotte où chauve-souris les pensées et que les désirs pris en faute fourmillent noirs de déplaisir, quand les chats vous hantent jusqu'à devenir chats huants, que nos plus petits éléphants grandissent pour notre épouvante, ô bestiaire malfaisant, et qui s'accroît chemin faisant, bestiaire fait de bonnes bêtes qui nous paraissent familières et qui tout d'un coup vous secrètent un univers si violent que, le temps de le reconnaître, nous n'en sommes déjà plus maîtres. Et puis celui de Paul Éluard, je vous l'avais déjà montré, c'est juste une série d'adjectifs
D'ailleurs, je vous avais peut-être déjà lu celui de, Supervielle, tout d'un coup ça me dit quelque chose. Donc voilà, tous ces adjectifs ici, je ne vais pas les relire parce que je les ai déjà lus en partie avec vous, ou peut-être même en totalité. Donc ils marchent par 2 ou par 3 comme je vous avais dit et c'est une longue, 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 vous voyez, poésie ininterrompue, donc une longue suite de, comment dire? De compliments, à la femme que Paul Éluard aime. Les portes d'Aéria, je vous l'ai lu déjà. Et puis ce calligramme de Guillaume Apollinaire. Donc Guillaume Apollinaire, il est très amoureux d'une certaine Louise qu'il prénomme Lou. Et donc ce que je vais vous lire ici, c'est ce qui est noté tout partout, là, dans le chapeau et dans la femme. Alors, par exemple, reconnais-toi, il est écrit ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez, hein, on voit très très bien le toi. Reconnais-toi et cette adorable personne, c'est, voilà. Donc on voit bien ici, hein, sous le grand chapeau canotier, et là, donc œil, nez, la bouche. Ici, donc voici l'ovale de ta figure, il est marqué là. Ton cou exquis, ici, hein, ton cou exquis. Ensuite, vois, alors le si, il est là. Voici enfin l'imparfaite image, etc., de ton buste adoré, blablabla. Et ici, on reprend un peu plus bas, c'est ton cœur qui bat. Voilà. Là, il y a juste un peu plus bas, c'est ton cœur qui bat. D'accord? Donc maintenant, je vous le lis correctement, mais vous pouvez le repérer sur l'image à présent. Reconnais-toi, cette adorable personne, c'est toi. Sous le grand chapeau canotier, œil, nez, la bouche. Voici l'ovale de ta figure, ton cou exquis. Voici enfin l'imparfaite image de ton buste adoré, vu comme à travers un nuage. Un peu plus bas, c'est ton cœur qui bat. Donc voilà, un peu plus bas ici, elle a son cœur loup. Voilà, voilà. Donc, nous avons fini ces lectures. J'espère que ça vous a plu, que vous commencez à vous faire l'oreille un petit peu à la poésie. Et donc, nous en étudions une très prochainement. Allez, bonne journée, à bientôt.